Senator Rousakos. Le sénateur Rousakos. Madame la Présidente, honorables collègues, je prends la parole dans le débat sur le projet de loi C-15, loi concernant les prestations canadiennes d'urgence pour étudiants. J'aimerais profiter du temps qui m'est imparti aujourd'hui pour parler moins du projet de loi que des éléments plus généraux de la réponse du gouvernement à la crise actuelle. Ce qui m'inquiète, c'est que la réponse du gouvernement se limite à ce qui est le plus familier, dépenser de vastes sommes d'argent, donner aux fonctionnaires et aux ministres de vastes pouvoirs pour dépenser cet argent, décider qui l'obtiendra. Et les rengaines habituelles pour l'avenir, plus d'intervention du gouvernement, plus de mondialisation et avec les conséquences que cela pour la démocratie et la surveillance parlementaire. Le projet de loi, donc, nous sommes saisis aujourd'hui. Par exemple, ces mesures impliqueront certainement des dépenses considérables. Nous en ignorons le montant exact parce que le montant de la prestation et le nombre de bénéficiaires n'est pas encore connu. Mais on peut s'attendre à des dépenses supplémentaires de au moins 9 milliards de dollars. Le projet de loi confère également au ministre d'importants pouvoirs en matière de désignation de bénéficiaires. Le montant des prestations sera fixé par règlement. Les établissements postsecondaires bénéficiaires seront fixés par règlement. Et le montant qu'une personne pourra gagner tout en restant admissible à toucher la prestation sera fixé par règlement. Toutes ces questions relèveront entièrement du ministre et ses fonctions. Je suis heureux que mes collègues conservateurs à l'autre endroit aient réussi en partie à imposer des limites à la discrétion du gouvernement. Plus particulièrement, le projet de loi oblige maintenant le gouvernement à mettre les demandeurs aux emplois disponibles et qu'il impose une disposition de temporarisation. Cela limite dans une mesure les mesures du gouvernement. Je n'ai pas d'objection à aider ceux qui en ont besoin pendant cette crise et qui ont des besoins légitimes. C'est la tendance de procéder autant que possible par règlement, avec un minimum de surveillance et une approche assez cavalière à l'égard des dépenses qui caractérisent l'approche du seul gouvernement. C'est pourquoi je suspecte que le gouvernement croit pouvoir nous tirer d'affaire pendant la crise simplement en augmentant les dépenses. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien vu qui m'apporte à croire qu'il se questionne sérieusement pour comprendre comment nous nous sommes arrivés là et comment éviter une crise aussi terrible à l'avenir. Le gouvernement, au cours de la moitié de la dernière décennie, le gouvernement a alourdi la dette fédérale de plus de 100 milliards de dollars, ce qui signifie que nous étions dans une position plus précaire au débat de la crise qu'en 2015. En plus, le directeur parlementaire du budget affirme qu'un quart de billions de dollars additionnels s'ajouteront à la dette fédérale dans les années qui viennent. C'est pourquoi je crains que le gouvernement ne croit qu'il suffira de dépenser pour passer à travers la crise. Il n'y a pas de questions sérieuses sur ce qui nous a menés dans notre situation habituelle et comment éviter une terrible crise à l'avenir. Au lieu, ce que je vois, c'est un gouvernement qui se retranche dans ce qui est familier. Par exemple, qu'est-ce que cela nous dit au sujet des faiblesses du gouvernement actuel? Est-ce que le gouvernement est prêt à poser de telles questions? Parce que ne vous y trompez pas, les Canadiens vont certainement poser ces questions bientôt. Nous savons qu'il y a de sérieuses lacunes au sein de l'Organisation mondiale de la santé depuis le début de la crise. Nous savons que des figures proéminentes comme l'immunologiste Maria von Kerkhoff et bien sûr le docteur Lee Wendling, qui tragiquement sont morts à cause de la crise, ont essayé de nous avertir de la propagation rapide du virus. Or, à la mi-janvier, l'OMS a tweeté en citant une étude
chinoise qu'il n'y a aucune preuve de transmission de personne à personne. Et nous savons maintenant à quel point il se trompait. Nous avons su que le 22 janvier, le comité d'urgence de l'OMS, dont est membre le Canada, ne s'entendait pas pour déclarer une urgence internationale. Nous savons que cette décision a été lourdement influencée par la chaîne qui était fermement contre la déclaration d'une urgence de santé publique. Le professeur Wesley Walk, un expert canadien en matière de sécurité et de renseignement de sécurité qui a témoigné souvent devant le Comité de la défense nationale et de la sécurité, a dit, lorsqu'on a commencé à recevoir de l'information de Chine sur l'éclosion Wuhan, nous dépendions uniquement d'une source, c'est-à-dire les autorités chinoises contrôlées par l'État par l'entremise de l'OMS. Je ne dis pas que cela doit nous mener à des solutions dramatiques au sujet de la relation entre le Canada et l'OMS, mais cela devrait au moins nous mener à nous interroger sur les faiblesses de l'organisation. Mais je ne vois pas d'honnêteté ni de franchise de la part du gouvernement. Tout à l'heure, j'ai posé une simple question à la ministre et elle l'a écartée simplement en disant « je ne sais pas ». Nous ne savons tout simplement pas pourquoi, malgré ces défaillances, l'OMS semble avoir déterminé le moment et la nature de l'intervention canadienne. Certains États, par exemple Taïwan, ont adopté leur propre nation, fondée sur leurs propres analyses qui reposaient uniquement sur les déclarations de l'OMS, comme d'autres pays. Et leurs analyses étaient plus fiables. Israël a pris des mesures très fermes des semaines avant que le premier patient soit diagnostiqué en Israël. Ces mesures comprenaient de stricts contrôles à la frontière à la fin janvier, l'éloignement physique en février, des mesures pour refaire les stocks de fournitures médicales et de protection. Le Canada ne l'a pas fait. Et les pays qui ont agi rapidement ont été moins touchés que le Canada. Nous n'avons pas d'analyse autre que celle de l'OMS et je pense que c'est une question qu'il faut poser. Récemment, j'ai lu les commentaires du sénateur Harder dans un article sur le multiculturalisme dans lequel il se plaignait du fait que nous souffrons de la des échecs collectifs du multiculturalisme. Eh bien, je pense qu'il y a une bonne raison de cela. Et je pense que le Sénat devrait poser les questions difficiles comme comment allons-nous nous protéger contre une crise mondiale sanitaire semblable à l'avenir? Quelles mesures devons-nous prendre pour nous assurer que nous sommes mieux préparés à faire face à une urgence? Quelles mesures devons-nous prendre pour améliorer la sécurité à nos frontières et être sûr que nous allons pouvoir répondre avec souplesse et rapidité lorsqu'une nouvelle crise émane d'un pays étranger? Quelles mesures devons-nous prendre pour identifier les biens essentiels pour notre sécurité nationale et pour nous assurer d'avoir des chaînes d'approvisionnement régionales et nationales? Quelles leçons avons-nous tirer pour réduire notre vulnérabilité? Et comment allons-nous atteindre tous ces objectifs et rétablir notre économie qui est dans un état déplorable maintenant? Et étant donné les revenus nationaux plus limités, ce sont autant de questions auxquelles il faut réfléchir et trouver des solutions pour les Canadiens. Peut-être accepter que le revenu soit plus limité dans les années à venir, mais je crois qu'il nous incombe à tous de commencer à faire face à des réalités financières difficiles. J'ajouterai que nous devons nous rendre compte que nous sommes entrés dans une nouvelle ère où les choix ne seront pas aussi faciles à faire qu'ils ont pu l'être dans le passé. Comme je l'ai dit, je crois que le Sénat doit être à l'avant-plan pour ce qui est de l'étude et ces questions. Et une étude menée de façon réaliste et aussi faite dans une façon prudente. Cet examen
doit se faire avec la contribution de tous les Canadiens. Et à cet égard, j'aimerais citer un professeur de l'Université Carleton, Philippe Lagacé, qui a dit, je cite, « La pandémie a fait place à une idée de démocratie où les idées et non pas les factions se font concurrence pour façonner la politique gouvernementale. » L'importance, c'est moins le gouvernement par le peuple que par ceux qui ont des connaissances. Un certain nombre de voix insistent que ce n'est pas le moment que le Parlement siège ou que les partis politiques jouent leur rôle habituel. La rapidité avec laquelle les politiques populaires et le Parlement peuvent être réduits devrait nous inquiéter. Eh bien, vous savez que je suis d'accord. Le Sénat doit prendre les devants pour examiner les questions que pose cette crise et ces difficultés ne vont que s'aggraver. Mais nous devons le faire d'une manière qui permet à tous les Canadiens de toute allégeance politique puissent participer, que nous travaillons avec diligence pour trouver des solutions à ces questions difficiles. Merci.